Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc au nom de Réseau Canopé, on est ravis d'accueillir le festival Numéo pour sa 3e édition. On est ravis d'avoir ce partenariat. Et puis, je voulais remercier aussi Monsieur Coqui, le journaliste de l'année. Ça, c'est une fake news. d'être présent pour nous ce soir. Merci à vous. Donc, Sandrine, je te laisse présenter. Merci. Donc, bienvenue. Donc, je me présente, Sandrine Degris, coordinatrice développement numérique à la médiathèque départementale de l'Oise. Donc, avec mes collègues médiateurs Tina Tafer et Franck Decruy qui étaient à l'accueil, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette rencontre débat sur les fake news et l'éducation en médias, présentée par Christophe Coqui, donc journaliste et directeur de publication de la revue Geek Junior, un média web et papier qui a pour objectif de développer la culture numérique des adolescents. Alors, nous sommes aujourd'hui dans les locaux du Réseau Canopé, qui est notre partenaire sur la 3e édition du festival. Donc, un grand merci pour votre accueil, l'aide à l'organisation. Et c'est pas pour rien aussi qu'on a cherché aussi ce partenariat, puisque face aux fake news, aux infox, il est important, je pense, que tous les acteurs de l'éducation médias, culture, éducation nationale aussi, on puisse se regrouper et travailler ensemble pour lutter contre ces problématiques sociétales. Donc, pour rappel, la MDO, c'est la bibliothèque des bibliothèques du département. Donc, on est là pour aider les bibliothèques pour leur prêter du matériel, des supports, faire des actions, des formations, pour qu'il y ait toujours ces lieux de culture au cœur des territoires. Alors, à l'occasion de Numéo, donc, il y aura 34 bibliothèques, ce festival du 1er avril au 30 avril 2025. Il y aura 34 bibliothèques participantes qui vont mener 77 actions, et c'est aussi l'occasion de parler de problématiques aussi liées au numérique. En 2022, nous avions accueilli Vanessa Lalo, qui avait abordé la question des nouvelles formes de parentalité liées aux usages numériques chez les jeunes. En 2023, c'est l'association e-Enfance qui nous avait parlé du cyberharcèlement. Et cette année, c'est l'éducation aux médias. Donc, alors que faire? Comment se positionner? Comment accompagner les publics sur cette question de l'EMI? Voici les questions qui vont être abordées aujourd'hui. Et c'est donc Christophe Coqui, donc fondateur et directeur de publication de Geek Junior, qui va nous aider dans cette réflexion. Donc, merci de votre écoute et je laisse la parole à Christophe. Merci. Merci à vous tous. Eh bien, bonjour. La première fake news, donc vous avez bien compris, je ne suis pas journaliste de l'année pour le Time. Voilà, un 1er avril, on aurait pu penser aussi que c'était une fake news, mais non, il y a bien une conférence et nous y sommes. Tout a changé avec cet homme orange, transformé en super-héros grâce à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une photo emblématique parce que les fake news, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé, même avant Internet. Les fake news se sont développées avec le développement du web. Là, on arrive, j'allais dire, à une nouvelle étape, avec à la fois des changements géopolitiques qui sont profonds, des États, et pas uniquement les États-Unis, qui ont un rapport à la vérité qui est de plus en plus qui est particulier, on va dire. On verra ça. Et à cela s'ajoute aussi un autre phénomène, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça aussi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais depuis 2 ans, depuis l'avènement en fait de l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire ChatGPT et tous ces outils-là, eh bien, il y a, on va dire, une nouvelle vague de fausses informations qui arrivent sur le web, qui est en train de polluer, qui est en train d'envahir Internet, et ça pose énormément de questions sur la manière dont on doit s'informer, comment on peut s'informer, qu'est-ce qui est vrai, quel est notre rapport à la vérité, et c'est un peu tout ce qu'on va voir en 45 minutes, 40 minutes, et puis après, ça sera le temps des questions. Alors,
Bon, ça c'est la partie auto-promo. Vous savez, c'est comme dans les vidéos YouTube avec NordVPN. Bon, la souris grise, c'est en fait l'organisme qui m'a proposé de venir aujourd'hui. C'est un organisme de formation qui anime aussi tout un tas d'ateliers. Je crois qu'il y a un autre atelier, c'est le 17, c'est ça je ne sais pas où, mais dans l'Oise. Et donc, ils font tout un tas de formations. Donc, je vais aller très, très vite. Ils font des formations, des expos, des fiches médiation avec plein d'experts dont je fais partie. Ils font aussi une belle expo, donc je vais encore. Et donc, c'est court pour parler de ce sujet-là. On va essayer de synthétiser déjà en commençant par savoir où on en est en 2025, quelles sont les dernières évolutions, qu'est-ce qui fait qu'on doit s'inquiéter vraiment. Moi, je m'inquiète beaucoup plus qu'il y a 10 ans par rapport à ce phénomène de fake news, beaucoup plus. Parce que là, les enjeux sont beaucoup plus importants. On peut manipuler des opinions, on peut faire de la manipulation de masse comme on ne faisait pas avant. Avant, les fake news, c'était un peu rigolo, entre guillemets, on pouvait un petit peu manipuler les gens, les théories du complot, voilà, la Terre est plate, on rigole, c'est sympa. Maintenant, on est sur des sujets beaucoup plus graves et avec des partis politiques, des États, des organisations qui ont les moyens pour industrialiser ces phénomènes de fake news et ça pose de vraies questions démocratiques. Donc, où en sommes-nous ? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place ? Quelques ressources et puis les questions. Alors, fin de l'auto-promo, ça c'est ce que je fais. Geek Junior, c'est un magazine de culture numérique. Il y a un hors-série qu'on peut télécharger gratuitement en numérique sur les médias, justement, où j'ai compilé un peu tous les articles qui parlaient de l'éducation média. Et pour ceux qui sont fans, on fait aussi un magazine sur les mangas qui s'appelle Otaku Manga, qui fonctionne très très bien. Alors le hors-série, vous pouvez le télécharger là, mais en fait, il sera disponible dans un dossier partagé que voici, avec à la fois un lien et un petit QR code. Je vous le montrerai à la fin de la présentation aussi, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de taper exactement l'URL ou n'ont pas eu le temps de faire la photo du QR code. Vous avez des questions pour commencer ? Tout va bien ? Alors, j'ai repris le petit texte parce que je pensais que c'était intéressant. La bibliothèque est un acteur majeur pour aider à une meilleure compréhension des mécanismes de désinformation. C'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange. Le rôle du médiathécaire, c'est être passeur. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les publics. Comme il y a aussi les professeurs qui ont ce rôle-là, et tout un tas d'éducateurs qui ont ce rôle-là. Et j'allais dire, mais aussi en tant que parents, on a ce rôle-là auprès de nos enfants, et pour essayer de ne pas se faire avoir, et on a aussi un rôle d'exemple pour essayer de ne pas leur montrer, de ne pas faire n'importe quoi avec le numérique, et notamment avec notre consommation d'informations. Alors je commence par une question. Combien de temps depuis ce matin sur les écrans ? Alors pour le savoir, généralement vous allez dans les paramètres, applications, temps d'écran. Moi j'étais à 1h40 avant de commencer. Ce qui est... Voilà, justement, ça se réveille. Avec un petit coucou, c'est charmant. Et donc, on est sur des consommations énormes de temps d'écran. Et pas uniquement les ados, les adultes aussi. Parce qu'on pointe tout le temps les ados, le temps d'écran, etc. Et c'est un vrai sujet éducatif, un vrai, j'allais dire presque de santé publique aussi. Mais ça concerne aussi les adultes, ça concerne tout le monde. On a un temps de cerveau disponible qui est limité dans la journée, parce qu'il faut travailler, il faut dormir.
il faut manger. Et donc, quel est notre temps disponible pour nous informer si en plus on est le nez devant les réseaux sociaux, la boucle WhatsApp de la famille, de l'école, du club de foot, etc., qui prend un temps fou, les vidéos TikTok qu'on va scroller comme ça, et la télé, parce qu'il ne faut pas oublier la télé, qui est encore un média très important. Même chez les ados, ça reste le troisième média pour s'informer, il ne faut pas l'oublier. La télé avec les chaînes d'information continue, ou d'information ou d'opinion continue d'ailleurs, je ne sais pas comment il faut les appeler maintenant. Et ça, c'est un vrai sujet. Et la question derrière, c'est combien de temps consacrer à vous informer? Entre le temps consacré à regarder nos écrans et le temps consacré à s'informer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je me suis informé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire s'informer? Ça, c'est une vraie question parce on vit un paradoxe, on n'a jamais eu autant les moyens, la capacité d'être bien informé. On n'a jamais eu, on a tous les moyens techniques. Il y a un tremblement de terre en Birmanie, tout le monde va savoir qu'il y a eu un tremblement de terre en Birmanie et il y a eu énormément de victimes. Après, c'est la profondeur de l'information, où là, ça pose souvent problème. Par exemple, combien il y a eu déjà de victimes? Pourquoi derrière ça, il y a tout un tas de sujets autour du gouvernement birman. Et là, on commence à approfondir l'information. La plupart du temps, on a l'impression d'être informé, alors qu'on est finalement, on connaît juste les titres, on sait 2-3 choses, mais on ne va pas au fond du sujet. Et ça, c'est pas de la mauvaise information, c'est qu'on n'a pas le temps, mais ça fait qu'on a souvent cette impression d'être informé alors qu'on ne l'est pas vraiment. L'exemple, c'est regarder 2 heures une chaîne d'information continue. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être informé? On a l'impression de savoir, on va connaître les titres principaux, qu'est-ce qui s'est passé, et encore. Là aussi, il y a un choix éditorial. On peut très bien parler de tout un tas de sujets ou ou un autre type de sujet. Ça dépend. Donc là aussi, il y a plein de questions à se poser. Alors, il n'y a que 2 slides avec des chiffres comme ça qui sont très indigestes, je vous préviens, comme ça. Là, c'est s'informer où. Et on voit que les réseaux sociaux, par exemple, pour les ados, c'est quelque chose d'important. Mais le journal télé, ça reste aussi quelque chose d'important. Et les moteurs de recherche, les portails d'actu, les médias 100% vidéo, en fait, on est multicanaux. On va s'informer de bien des manières différentes, ce qui est normal parce qu'on est multi-écran. Et donc, on va aller prendre une petite info à droite, à gauche. Et comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression pendant toute la journée qu'on est informé. Mais en fait, est-ce qu'on connaît un sujet en profondeur? C'est ça la question. Et le deuxième tableau avec des chiffres, c'est la fréquence de suivi de l'actualisation. Alors bien sûr, les plus jeunes suivent moins l'actualité que les autres, mais ça reste quand même relativement important. Tous les jours de la semaine ou plusieurs fois de la semaine, pour les 15-17 ans, il y a 62%. Là, c'est le moment où la plupart sont déjà au lycée, donc commencent un peu aussi à s'ouvrir, à devoir s'informer aussi pour les cours sur certains sujets. Mais on est quand même sur un niveau d'information important. Pourtant, paradoxalement, par exemple, la France n'est pas un pays où il y a une presse écrite qui est forte par rapport à bien d'autres pays, que ce soit les pays nordiques ou le Japon, par exemple. On a des quotidiens nationaux qui ont des tirages ou même des abonnés numériques, c'est assez faible par rapport à la population globale. Et après, on arrive à cet épiphénomène, cet homme orange, et à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça, on va voir que ça change beaucoup de choses.
Alors, je commence par le courrier Picard, parce que c'est le quotidien d'ici, non? Voilà. Vous êtes au courant? 50% d'activité en moins pour Ryanair? Vous ne dites pas, mais ça va être une catastrophe. Hein. Vous y croyez pas, là? Non, pas du tout. C'est un sujet clivant ici. C'est un sujet clivant. Ah, j'ai bien choisi, alors. Les Beauvaisiens seraient contents? Que Ryanair diminue. Oui. Ah, ça fait du bruit. Ah, oui. Bon. Alors bien sûr, c'est pas 50%, c'est 5%. Mais c'est très facile de modifier une information, même sur le courrier Picard. Suffit d'aller dans le code source sur le navigateur et de changer de chiffre. Ça prend 2 secondes. On peut très facilement manipuler des informations. Alors ce qui est aussi paradoxal, c'est j'ai pris une information locale, c'est que on peut être très bien informé de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais que l'information locale, paradoxalement, est très pauvre. Et pas uniquement en France, c'est un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des endroits qui représentent un quart d'un État américain où il n'y a pas un journal d'information locale. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe, concrètement. Voilà. Les États-Unis, c'est un pays avec l'homme orange qu'on a vu tout à l'heure, là. C'est un homme qui rêverait qu'il n'y ait plus de journalisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'il n'y ait pas d'information, mais qu'il n'y ait plus de journalisme. Et donc, on est aussi dans des endroits où l'information locale, qui est pourtant essentielle, c'est celle où on vit quand même, est de plus en plus pauvre. On le voit par exemple pendant les élections municipales où d'un coup on s'aperçoit, tiens, mais il y a plein de sujets intéressants, on ne s'en apercevait pas dans la ville dans laquelle on vit. Mais parce qu'on a aussi des quotidiens régionaux, des radios locales, qui ont souvent peu de moyens pour développer une information locale, alors que c'est ultra intéressant. Et notamment les jeunes ne s'intéressent pas du tout à l'information locale, alors que c'est là où ils vivent. Alors maintenant, ma mère s'informe avec ChatGPT. C'est vraiment ce que m'a dit un collégien qui avait 12-13 ans, à Gaillac, où je vis, dans le Tarn, il y a quelques semaines. Et du coup, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de s'informer? Il me dit, ça permet d'avoir tout de suite une réponse. C'est pratique. Bon, bien sûr, on va voir qu'il y a un petit souci avec ça, on va le voir un peu plus tard, mais c'est quand même symptomatique comment l'intelligence artificielle a changé très rapidement notre manière de s'informer. Or, on n'en veut pas à la mère de ce collégien, on est tous pareils, on n'a pas encore tous les codes et on ne sait pas encore, gérer tous les usages qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc on met un peu la charrue avant les bœufs, on utilise tout un tas d'outils sans savoir comment réellement les conduire. Un ChatGPT par rapport à un moteur de recherche, c'est comme si on utilisait une Ferrari à la place d'une Renault 5. Et donc à partir de là, si vous n'avez jamais conduit une Ferrari, vous avez des chances d'aller dans le fossé assez rapidement. Voilà. Généralement, il y a une formation quand même chez Ferrari avant de vous laisser les clés. À part si vous êtes très riche. Bon. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étude qui a été faite il y a pas très longtemps. C'était quelles sont les informations correctes ou pas sur différents outils d'intelligence artificielle générative que sont Perplexity, Copilot, Gemini et ChatGPT. Et Grok, qui est celui de X, Twitter. En rouge, ce sont des faits d'actualité qui ont été générés par ces outils-là et qui en fait comportaient des erreurs. En vert, ce sont des contenus qui sont basés sur des faits d'actualité qui ne comportaient pas d'erreurs. Donc on voit qu'il y a quand même une part d'erreur qui peut être très très importante. Le problème, c'est qu'avec des outils comme ça qu'on utilise comme si c'était un moteur de recherche et que l'on pense que c'est fiable, si en fait il y a peut-être la moitié ou même
10% d'erreur, c'est 10% de trop. C'est pour ça qu'utiliser ChatGPT et compagnie pour s'informer, c'est absolument pas une bonne idée. Vous allez me dire, et il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est en train de s'améliorer. Et c'est vrai, ces outils-là s'améliorent, font moins d'erreurs qu'au début, mais ils continuent d'en faire. Et de par leur fonction même et la manière dont ils sont programmés, ils feront toujours des erreurs. Donc c'est pas fiable. Alors un petit exemple rapide. Ça, c'était une question que j'ai posée le lendemain de l'élection du président du Conseil constitutionnel. Donc je l'ai fait avec ChatGPT, qui donne une source, qui est Le Monde. Pourquoi ? Parce que Le Monde a fait un accord éditorial avec ChatGPT, avec OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT. Le contenu est correct. Parce qu'en fait, ils ont pris le contenu du Monde, tout simplement. Autre exemple, avec la même question, c'était avec Perplexity. Là, le contenu est bon aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris plusieurs sources. Et ils les nomment. Donc on peut se dire, ah mais c'est super Perplexity. Et c'est vrai que c'est plutôt mieux que ChatGPT. Mais, est-ce que c'est pas un problème quand même pour les médias ? Combien de personnes ont finalement cliqué sur les sources ? Alors, il y a une étude qui a été faite il y a très peu de temps, c'est 1%. C'est-à-dire que pour les médias, je ne sais pas comment ils vont vivre. Ils vont donner toute la donnée. S'ils donnent toute la donnée à ces outils-là, et que derrière ça, finalement, personne ne va aller directement sur le site. Surtout que là, qui a été élu président du Conseil constitutionnel, on a un petit résumé. Mais finalement, il n'y a aucune contextualisation derrière. Comment ça s'est passé ? Quels sont les accords entre les parties, etc. C'est là où on peut aller plus loin. Or, on va avoir l'impression d'être quand même informé, alors que finalement, on ne connaît que le nom du nouveau président du Conseil constitutionnel. Et on sait qu'il a été nommé au ras des pâquerettes. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Troisième exemple, c'était avec Gemini Google, où là, carrément, il n'était pas à jour. Lui, il disait toujours que c'était Laurent Fabius. Voilà. Donc la fiabilité de l'information avec l'intelligence artificielle, il y a des risques. Déjà un manque de responsabilité. S'il y a une erreur, qui est responsable ? Vous allez faire un procès au programmeur, c'est compliqué. Il y a énormément de biais. Alors les biais, ils viennent de quoi ? De la collecte de données, qui peut être complètement biaisée. Et ça, on va le voir après. Du manque de contexte aussi, souvent. Parce que l'intelligence artificielle n'est absolument pas intelligente. Et donc, c'est un outil qui, lui, ne pense pas. Il va juste relier des informations les unes aux autres par rapport à des statistiques. Tiens, ce mot-là, après celui-ci, à mon avis, c'est le bon mot. Parce que statistiquement, c'est effectivement celui qui devrait apparaître. C'est comme ça qu'il va créer du texte. Manque de créativité, manque de connexion humaine. C'est pas ChatGPT qui va faire un reportage sur les problèmes de nuisance sonore à Beauvais à cause de Ryanair, par exemple. J'extrapole, hein, j'écoute ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Derrière tout ça, le paradoxe, c'est qu'on est souvent en surcharge informationnelle parce qu'on ne fait pas le tri, on reçoit plein d'informations de partout, et en même temps, on a du mal à les gérer. Et du coup, notre résistance aux fake news est plus limitée. Parce qu'on a tellement d'informations qui nous arrivent que s'il y a une fake news qui nous arrive aussi, on peut se faire avoir. Et il s'est passé depuis 2020 plein de choses entre un sale virus, une guerre, des votes, il y a eu des incendies, enfin dans le sud de la France où je vis, il y en a eu. L'électricité, la retraite, ce qui se passe en Palestine, l'intelligence artificielle et le bonhomme orange. Donc on a plein de choses comme ça qui se passent. C'est beaucoup d'informations. J'aurais pu mettre maintenant aussi Marine Le Pen qui ne peut plus se présenter. Enfin, on ne sait pas, mais a priori oui. Et donc,
il y a plein d'informations comme ça. On a l'impression d'être dans un chaos informationnel. C'est très compliqué à vivre. Alors l'intelligence artificielle, je commence par l'intelligence artificielle, mais après on reviendra sur des phénomènes plus classiques de fake news. L'intelligence artificielle, ça permet aussi une automatisation du contenu à grande échelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier des articles qui ont l'air d'articles de journalistes, par exemple, et ça de manière complètement automatique et massive. Par exemple, ça c'est le site New.Day.fr, publie des milliers d'articles tous les jours. Grâce à l'intelligence artificielle, il n'y a aucun journaliste, il y a 0 journaliste. Et en fait, il piquait plein de contenus, d'articles d'autres médias. Après, l'intelligence artificielle réécrivait ces articles-là pour pas que ça fasse trop du copier-coller. Et eux, ça leur permettait de faire de l'argent avec de la publicité. Alors, quand c'est juste de la copie comme ça, c'est une histoire de droit d'auteur. Mais ce qui est problématique, c'est que ce site-là, et après est référencé sur Google, est référencé sur Google Actualité, va être référencé par les robots des outils d'intelligence artificielle pour collecter de la data. Or, s'il y a des erreurs, et il y en a forcément parce que c'est fait avec de l'intelligence artificielle, s'il y a des erreurs dans ces articles-là, qui vont être considérés comme des articles de presse, eh bien ça veut dire que la data collectée par les outils d'intelligence artificielle n'est pas de bonne qualité. Et ce qui veut dire que derrière, ce que va rendre ChatGPT sur un sujet d'actualité peut être bourré d'erreurs parce qu'à la base, on a énormément de contenus qui sont produits de façon automatique et qui ne sont finalement pas des contenus journalistiques. Un autre exemple sur l'information locale, là c'est News of Marseille. Et là, pareil, c'est que des articles produits par l'intelligence artificielle. Églantine Parot n'existe pas, hein, vous pouvez chercher. Ce sont des faux profils journalistiques. Et derrière l'intelligence artificielle, c'est aussi une manipulation de l'opinion à grande échelle. Et alors on appelle ça l'astroturfing, ce qui n'a rien à voir avec l'astronomie ni les courses épiques. Hein. C'est une technique consistant à la simulation d'un mouvement spontané. Si vous allez sur quelques réseaux sociaux, genre X, d'un coup, vous allez avoir un sujet qui va apparaître comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et la plupart du temps, quand ça apparaît de façon soudaine, comme ça, il y a une manipulation, en fait, algorithmique. C'est-à-dire qu'on va créer un faux mouvement d'opinion. Et les fake news se propagent 6 fois plus vite que les vraies informations. Alors, un exemple, c'est une petite vidéo, ça dure quelques secondes. C'est comment on met en place sur les réseaux sociaux un système automatisé avec l'intelligence artificielle pour publier tout un tas de contenus. C'est très visuel, hein. Ça se fait tout seul. Et ils vont publier des tonnes et des tonnes de contenu comme ça automatiquement. Et comme ça, on peut faire monter un sujet complètement artificiellement sur les réseaux sociaux. C'est un vrai souci, ça. Vous imaginez ça juste avant une élection ? C'est ce qui s'est passé, justement, en Roumanie et en Allemagne, où il y a eu comme ça tout un tas de contenus qui ont été publiés, souvent de manière automatique, juste avant les élections. Alors en Roumanie, ça a carrément provoqué l'annulation de l'élection, parce qu'il y avait d'un coup quelqu'un qui était d'un parti d'extrême droite qui avait 3% d'opinion et monté à 25% en 3 semaines. Ce qui montre aussi toute notre fragilité, hein. On est des gens fragiles par rapport à tous ces outils-là. C'est pour ça que l'éducation aux médias est vraiment essentielle en ce moment. Parce que c'était l'Allemagne après, où on a eu les mêmes phénomènes, où l'AfD est montée aussi très haut. Et ensuite après, le prochain tour, ça risque d'être la France.
parce qu'à mon avis, on va avoir une dissolution à un moment ou à un autre. Et, enfin, une vraie dissolution où là, on va devoir voter. Et donc, là aussi, possiblement, on risque d'être dans ce type de manipulation de masse. Donc, il faut être très attentif à ça. Alors après, par rapport aux fake news, il y a une loi, c'est un journaliste qui l'avait donnée en 2013, qui s'appelait Brandolini, Alberto Brandolini. Et donc il avait dit que, en gros, rétablir la vérité est particulièrement coûteux en temps et en énergie. Dire une fake news, c'est très facile. Après, expliquer pourquoi c'est une fake news, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez des fois eu cette sensation. Il y a par exemple ça peut être un polémiste, un homme politique ou peu importe, qui vous balance 2-3 informations. Vous dites non mais il dit n'importe quoi là. Et après vous dites mais pourquoi le journaliste lui dit pas que justement telle chose est fausse? Parce que ça prend beaucoup plus de temps de contrer une fake news. C'est très compliqué. C'est ce que fait Donald Trump. Continuellement, il vous balance dans un discours 5 contre-vérités. Ah, vous êtes journaliste, comment vous allez faire? Alors, non, vous n'avez pas dit. Ce que vous avez dit là, c'est faux, ça parce qu'il y a telle source qui... Non, vous ne pouvez pas. Donc l'autre, il continue. il balance. Et c'est un vrai souci, ça s'appelle la loi dite de Brandolini. Il y avait c'est un écrivain écossais qui avait dit un peu la même chose il y a très longtemps, le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. Alors, un autre phénomène, c'est le millefeuille argumentatif. On le voit très bien dans les phénomènes complotistes, où un seul argument, vous dites « non mais ce type dit n'importe quoi », mais vous allez écouter pendant 10 minutes la même personne avec 10 arguments, et là vous allez commencer à dire « ah mais peut-être qu'il a quand même raison sur ce sujet-là ». C'est la petite bande dessinée. Donc c'est enchaîner un grand nombre d'arguments, même de faible valeur d'un point de vue individuel, mais qui, rassemblés, font en sorte qu'on a l'impression que c'est que en fait le sujet, la personne déjà domine ce sujet-là et qu'il a peut-être raison. Alors quand c'est la Terre est plate, bon, on a quand même ce qu'on appelle un consensus scientifique qui fait que, a priori, c'est pas possible. Ça, c'est cette histoire-là de le fil sous nos pattes est plat et pas incurvé, l'horizon aussi est plat et pas courbe, les images prises depuis l'espace peuvent être truquées, etc. Et d'ailleurs, quand on tombe, on ne roule pas, donc ça veut dire que la Terre est plate. Ça, c'est basique, hein. Mais quand on est sur des phénomènes de millefeuille argumentatif, sur des sujets beaucoup plus complexes, par exemple liés à l'environnement, liés à un conflit armé, c'est beaucoup plus compliqué à démonter. Alors, il y avait une vidéo, c'était pendant le Covid-19, qui s'appelait Hold Up. C'était exactement cette stratégie-là, où la vidéo qui dure longtemps en plus, elle doit peut-être durer 2 heures. Alors, pendant 1 heure, ou une première partie de la vidéo, ce sont que des faits qui sont réels en fait. Donc, on vous endort comme ça, par rapport en disant oui, alors il s'est passé ça par rapport au Covid-19, les scientifiques disent ça, et petit à petit, la vidéo dévie et commence à avoir déjà des spécialistes qui sont moins des spécialistes du sujet, des experts, voilà. Et c'est de moins en moins des experts. Et après, petit à petit, on arrive à la fin de la vidéo à une théorie complètement farfelue. Mais du fait que pendant 1h30, on a écouté cette vidéo, on peut se faire avoir. Beaucoup de gens peuvent se faire avoir. Après, avec la réalité, avec l'intelligence artificielle aussi, on a un problème par rapport aux images. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ça, réalité ou pas? Ou alors ça, réalité ou pas? Laquelle est vraie, laquelle n'est pas vraie? C'est pas évident.
C'était pendant je crois, les retraites, hein. Ouais, les manifestations pour... vous savez, le truc, on va travailler plus tard. En fait, ça, c'était une vraie photo qui est impressionnante. Fait par un photographe, un journaliste. Mais c'est difficile, des fois, ça va être de plus en plus compliqué de faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est une véritable photo d'actualité ou pas. C'est là où, quelles sont les sources, hein, d'où vient la photo, comment elle a été prise, hein, c'est très important. Bon, quand on voit AFP ou AP ou des agences de presse, on se dit, là c'est bon. Quand ça arrive sur des réseaux sociaux, sans source, sans savoir d'où ça vient, il faut tout de suite être méfiant. Surtout quand on rebondit après un fait d'actualité grave. Où là, tout de suite, maintenant, il suffit de quelques minutes pour qu'il y ait des fake news qui circulent. Pour le 11 septembre 2001, c'était 2001, il a fallu à peu près 6 heures pour que la première fake news circule sur Internet. Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, il a fallu une demi-heure. Maintenant, pour des événements importants, pratiquement immédiatement, vous aurez des fake news. Et en plus, après, on a les réseaux sociaux qui accentuent souvent les informations qui sont les plus spectaculaires. Et bien sûr, les fake news vont travailler à fond pour que ces informations-là soient les plus spectaculaires, soient donc les plus vues sur les réseaux sociaux. Et on se fait avoir. Alors, un autre phénomène, c'est que Google va changer sa manière de présenter l'information. Il a commencé, mais il est en train de complètement mettre en avant ces outils d'intelligence artificielle. Avant, vous tapiez une requête, enfin jusqu'à maintenant, on tape une requête et vous avez une liste de liens. Bon, vous avez des liens sponsorisés souvent au début, mais après, on a une liste. De plus en plus, maintenant, ils commencent à nous donner déjà des petites informations. Et dans la prochaine version de Google, qui est en train de se déployer en Europe, sauf en France pour l'instant, parce qu'on est un peu casse-pied sur tout un tas de sujets vis-à-vis à la fois du droit d'auteur, de la protection aussi par rapport à la qualité de l'information. Et ça, c'est la nouvelle version de Google qui va donner comme ça uniquement, en fait, il va fonctionner comme ChatGPT, avec uniquement une information. Alors là, c'est où est-ce que je peux me balader, faire les plus belles photos à Boston. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais quand c'est une information pratique comme ça, ça va. À la rigueur, on peut dire, ouais, c'est un super outil. Quand c'est une information autour de l'actualité, ça peut poser de vrais soucis. Et surtout, on ne va plus aller cliquer après sur le lien en question. Donc c'est la fin du web tel qu'on le connaissait, parce qu'on va rester sur des plateformes comme ça, sans aller après d'un lien à un autre, comme on avait l'habitude de faire. Donc il y a aussi l'esprit de découverte qui va se perdre parce qu'on aura un contenu pré-mâché par le moteur de recherche. Et après, on arrive maintenant à des situations complètement folles, on ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité ou pas. Bon là, c'est un peu caricatural. Mais par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques jours, où avec le nouveau modèle de ChatGPT, de création d'images, on a pu comme ça créer tout un tas d'images en s'inspirant de l'univers du studio Ghibli, qui est un studio japonais d'animation. Alors ça a l'air rigolo comme ça, mais il y a un problème de droit d'auteur quand même. C'est la question qui s'est posée, c'est mais comment leur ChatGPT a pu réussir à faire ça sans visionner tous les contenus du studio Ghibli et s'en servir dans leur serveur.
Bah, ils l'ont pas fait. Enfin, ils ont piqué tous les contenus, forcément. Parce que l'intelligence artificielle doit s'entraîner avec la data. Sans ça, il ne peut pas produire spontanément un contenu comme ça. Donc, bien sûr, Miyazaki, qui est le fondateur du studio, n'est pas content. Mais ça pose de vrais soucis. Un autre exemple aussi, c'est tout ce qui est graphique. On a vu les photos. Là, par exemple, c'est dans la dépêche du Midi du 18 mars 2022. Alors, petit piège, il y a une erreur quelque part. Il faut avoir une bonne vue. Alors, je suis désolé. Ils l'ont publié comme ça, la dépêche. Ça les a pas. La dépêche du Midi, c'est mon journal chez moi. Vous voyez pas l'arnaque là? Si les pourcentages s'additionnent. On arrive à 100%, mais effectivement, ça aurait pu être une. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'avance. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, Valérie Pécresse, 11,5%, et devant Jean-Luc Mélenchon à 14%, pourtant le. Voilà. Alors, ils se sont fait taper sur les doigts à la dépêche du Midi. Bon, ils se sont à peine excusés, mais il y a plein d'exemples comme ça. Il faut être très, très attentif à dès qu'il y a un chiffre, dès qu'il y a un tableau, dès qu'il y a un graphique, il faut aussi être très attentif. Sinon, on peut se faire. Ça, est-ce que c'est une fake news? Non, c'est de la mésinformation. C'est-à-dire que on va pas leur faire un procès d'attention, on va dire que c'était une erreur de leur part, mais ça reste problématique. Le vrai graphique, c'était celui-ci, bien sûr. Où là, du coup, on a une autre vision du résultat. Donc, pour conclure là-dessus, on a une information qui est maintenant accessible à tous. Et c'est facile avec un smartphone. Facile à produire aussi. La preuve, c'est que dès qu'il y a un événement quelque part, même minime, il y a toujours quelqu'un qui va faire une vidéo et qui va la diffuser. Donc facile à diffuser, facile à produire, et de plus en plus vite. Dès qu'il y a un événement, on le sait tout de suite. Mais aussi falsifiable beaucoup plus facilement qu'avant, notamment grâce aux outils d'intelligence artificielle. Et donc les conséquences, c'est qu'on a une dévalorisation de la parole publique. En fait, qui croire de la parole scientifique, de la parole médiatique? Il y a un affaiblissement comme ça démocratique. Il y a une confusion entre faits et opinions, notamment dans les chaînes d'information continue. Tout le monde se pense être un expert. Il y a une perte de contrôle. Donc, il y a aussi, pour certains pays, gouvernements, l'envie de retourner sur un système de censure plus ou moins masqué. Il y a des outils de propagande, de déstabilisation, avec les fake news notamment, et une industrialisation de la production de fake news. Voilà, que des bonnes nouvelles. Alors, comment faire pour un peu contrer tout ça? Déjà, s'informer. Avoir un réflexe de s'informer. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne s'informent pas, ou qui vont juste s'informer dans le sens, je vais écouter la radio, 3 minutes, ou la télé, juste les titres du 20h ou d'un journal d'information continue. Mais s'informer, c'est bien s'informer, c'est mieux. Après, développer son esprit critique, et après, éviter les infox, donc les fake news. L'idée, c'est, on commence pas par se dire, par essayer d'éviter les fake news, ça doit être à la fin d'un processus. Alors, quand on parle d'information, de quoi parle-t-on? Il est quelle heure? Parce qu'il faut que je fasse attention. 18h. On avait dit 18h30, Oui. Donc je vais aller plus vite. Une information, en fait, on a plein de types d'informations qui existent. Il y a les news, mais il y a aussi plein d'informations de service. L'information documentaire, par exemple, le dessous des cartes d'Arte, c'est de l'information documentaire. Des actus par rapport à nos centres d'intérêt. Si moi j'aime le basket, toutes les informations sur le basket, j'ai envie de les connaître. De la même manière, pour les fake news, il y a tout un tas de catégories de fausses informations. Les fake news, les rumeurs qui peuvent être vraies
finalement, une rumeur peut s'avérer au bout du compte vraie ou fausse. Il y a des rumeurs qui finalement, oui, voilà, mais ça dépend. Les théories du complot, là on peut en avoir un paquet, et ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire toutes ces informations qui sont falsifiées avec l'intelligence artificielle. Une autre chose que l'on doit toujours essayer de faire attention, c'est quand on reçoit une information, est-ce que c'est un fait, une opinion ou une croyance? Parce que ce sont trois choses différentes. Et savoir les distinguer, ça permet déjà de faire un bon tri et de commencer à bien s'informer. Alors comment lutter? Déjà, on a le droit de se dire c'est trop stressant et je ne vais pas suivre l'actualité pendant un petit moment. Il ne faut pas culpabiliser, je dis ça souvent aussi quand j'ai un public jeune. Si vous, à un moment donné, vous avez besoin de couper un peu. C'est important parce que des fois, c'est très stressant. En ce moment, par exemple, c'est pas, voilà, on n'est pas dans une, comment dire, dans un moment qui est très, très heureux. Après, c'est travailler son esprit critique. Je ne vais pas lire le graphique là, mais c'est vraiment travailler, se poser les bonnes questions au bon moment. Et derrière ça, c'est éclater ce qu'on appelle notre bulle informationnelle. On a toujours, et c'est un peu normal, on va plutôt aller vers les médias qui nous semblent nous correspondre le mieux. Et ce qui fait aussi que, en termes d'esprit critique, on va toujours être avec des médias qui pensent un peu ce que nous, on pense aussi. Et donc, l'idée, c'est de se poser tout un tas de questions pour essayer d'éclater cette bulle. Déjà, choisir tout un tas ne pas lire tout le temps les mêmes médias. Choisir des médias aussi parfois qui vont avoir des points de vue différents. L'idée derrière ça, c'est comment les informations auxquelles j'accède sur Internet sont le résultat d'une personnalisation souvent mise en place à mon insu. Parce qu'il y a les algorithmes, une couche d'algorithmes derrière qui va faire que, par exemple, sur Instagram ou sur Twitter, enfin X, surtout sur X, vous allez avoir que des informations qui vont correspondre souvent juste à votre opinion. Donc, lutter contre tout un tas de biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est, pour rappel, c'est en fait des raccourcis que fait notre cerveau. Pas parce qu'il est feignant, mais parce que, comme il est très performant, il se dit, tiens, je vais faire un raccourci dans ma manière de penser pour aller plus vite. Donc, là, je vous en ai mis 4. Il y a le biais de confirmation. On prend en considération que des infos qui correspondent à mes croyances. Et ça peut être un biais qui fait qu'on s'enferme dans une bulle informationnelle derrière. L'effet Dunning-Kruger, c'est moins une personne est compétente, plus elle a tendance à surestimer sa compétence. Alors on en voit plein les plateaux télé de gens qui ont ce biais-là. Le biais d'ancrage, c'est-à-dire la première information que l'on reçoit, c'est celle qui va nous sembler la plus importante. C'est donc à chaque fois par exemple, un personnage politique va commencer un discours, il va utiliser ce biais pour essayer de faire que ce qu'il dit va être... et donc ces premiers mots, sont souvent les plus importants. Et le biais de cadrage, c'est suivant la manière dont on va présenter un sujet, on peut avoir des conclusions complètement différentes. C'est le positionnement éditorial. Sur le même sujet, hier j'ai regardé, c'était un supplice, mais j'ai regardé après l'annonce de la condamnation de Marine Le Pen, j'ai regardé CNews. Oui, c'est un exercice réservé aux professionnels. Mais après, j'ai regardé BFM et puis après France TV, France Info. C'est intéressant parce que du coup, on a des points de vue, alors là,
complètement différents sur la même actualité. Mais ça permet de voir aussi quelle est l'argumentation de gens qui ne pensent pas comme vous. Ce qui vous permet derrière aussi de pouvoir, en fait, petit à petit, créer, développer votre propre opinion. Et donc après, bien définir l'information, c'est ça qui est important, entre aussi la désinformation, donc ça, les fake news, la mésinformation, quelqu'un qui fait une erreur, la dépêche du midi tout à l'heure, et la malinformation, où là, ce qu'on dit est vrai, mais on le présente d'une telle manière que c'est quand même une manipulation de l'information. Et après, c'est aussi savoir qu'est-ce que c'est qu'un média d'information. Parce que TPMP, c'était de l'information. Je pose ça souvent aux gamins au collège. L'agence France Presse ou le Garafi, etc. On peut imaginer comme ça. Je fais des exercices avec eux où je présente comme ça des extraits de tweets et de plusieurs médias et leur dire, tiens, est-ce que ça c'est une information? Quel est l'angle éditorial? Comment ils ont présenté ça? Et on peut avoir des choses très différentes. Pareil après, qu'est-ce que c'est un fait ou une opinion? C'est des choses qu'on peut travailler notamment avec les gamins, c'est assez sympa à faire. Voilà, la distance entre la Terre et le Soleil. Bon, vous me faites confiance, elle est de 149 597, etc. Et ça, c'est un fait. Les Isariens et Isariennes, c'est les gens de l'Oise, hein, j'ai bien bossé, hein, sont vraiment très sympas. Ça, est-ce que c'est un fait ou une opinion? Bon, on va dire que c'est un fait, mais bon. Ou Christophe est un formidable journaliste. Hein. Même le Time le dit. Même le Time le dit. Tout ça pour dire qu'effectivement, il faut savoir à chaque fois faire la différence entre les faits et les opinions. Ça, pour les gamins, on peut faire avec des exemples très simples, hein, comme ça, où il y a des fiches comme ça. Je vous les montre rapidement. Où il y a un jeu aussi, je l'ai mis dans le dossier partagé, où un jeu de cartes comme ça, pour faire la distinction entre faits et opinions. C'était avant les faits alternatifs. Oui. Alors les faits alternatifs, moi je dis que ce sont des fake news. Oui, bien sûr. Ce sont des fake news. Après, ils présentent ça comme des faits alternatifs pour ne pas dire que ce sont des fake news, tout simplement. Alors, je suis allé un peu vite, peut-être. Non, c'est bon. Ah si, non, je vais trop vite. Il arrive là? Non, il n'arrive pas. Non, il ne veut pas. Bon, ben, c'est pas grave. Comment fabriquer une bonne fake news? C'est aussi un exercice que je fais avec des élèves. Ça paraît pas, mais c'est pas grave. Comment on fabrique une bonne fake news? On essaye c'est comme une recette de cuisine. Voilà, quels sont les bons éléments? Et après, je leur demande d'essayer de créer une fake news avec ces éléments-là. Alors généralement, pour les aider, je leur donne quelques mots, par exemple, ou un sujet pour un peu les orienter. Alors, ils ont beaucoup d'imagination, généralement, c'est assez rigolo à faire. Et la protection express anti-fake news, donc c'est se méfier des titres, se méfier de sa propre émotion. On a tendance, une information spectaculaire, « Ah, t'as vu ça ?» et on va l'envoyer sur WhatsApp ou sur un réseau. Et avant de réfléchir vraiment si c'est une fake news ou pas, examiner attentivement la source ou l'URL quand c'est un site web, s'assurer que ce n'est pas une bonne blague, quel est l'auteur, la source, la légitimité. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est quoi l'objectif, hein? Pourquoi on a publié cette information? Alors quand c'est quelque chose de très factuel, comme ça, par exemple, voilà, il y a eu un tremblement de terre, c'est factuel. Après, sur tout un tas d'autres sujets d'information, des fois, c'est bien de se poser cette question, c'est quoi l'objectif? Alors après, on peut débunker quand on a un doute, on a des sujets, on a des sites web comme AFP Factuel ou Le Vrai ou Faux de France Info, qui vont débunker les fake news celles qui sont les plus populaires du moment. Donc ne pas se faire avoir aussi
Par exemple, là, c'était un exemple avec Le Parisien. L'URL, on a l'impression que c'est un article du Parisien, que c'est un site du Parisien, mais en fait, c'est pas Le Parisien. Et on a de plus en plus de gens qui vont copier complètement un site web. Le site web de Geek Junior a été copié par des Chinois il y a 2 mois de ça, entièrement. Et après, je reçois, enfin bref, toute une histoire. Je me dis, mais c'est quoi l'intérêt? Je ne sais pas. À mon avis, ils en sont servis pour de l'intelligence artificielle derrière. Donc, j'ai rouspété auprès de l'hébergeur qui était en Islande. Ouais, non, mais faut suivre. Hein. Et qui, après, ça fait que le faux site web de Geek Junior a disparu. Mais c'est fou. Et j'avais jamais vu ça avant. Pareil, après, pour les images, faire attention à des images. On a un ours avec des campeurs, comme si, ouais, on fait un selfie ensemble. Comment déjouer les fausses images. Alors avant, le problème c'est qu'avant, l'intelligence artificielle, c'était assez facile de voir que c'était des images créées par l'intelligence artificielle, sauf que les outils de création de l'image sont de plus en plus efficaces et ça devient de plus en plus compliqué. Là, on va avoir un vrai souci pour savoir qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et après, il y a les complots. Alors une question, quelles sont les phrases ou expressions qui peuvent penser que nous avons affaire à un complotiste? C'est quoi les phrases basiques? Vous savez pas? Comment? Fais tes propres recherches. Ça, ouais. C'est un grand classique. Voilà. Alors je vous mets quelques exemples comme ça. La vérité dérange. On se demande à qui profite le crime. Coïncidence, je ne crois pas. Reste dans ton monde de bisounours, parce que forcément, on est tous des grands naïfs, et eux, ils détiennent une vérité cachée que les complotistes, que nous n'avons pas. Donc, un exemple à montrer avec des ados ou les enfants, c'est la véritable identité des chats, qui déconstruit une théorie du complot. Bon, alors bien sûr, c'est une fausse théorie avec les chats, mais qui est très... Je vous montre pas la vidéo, si on avait 2 heures, je vous l'aurais montré, mais qui est extrêmement amusante et qui fonctionne très bien avec des ados. Et qui montre comment est construit une théorie du complot. Avec ce millefeuille argumentatif, vous vous rappelez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est extrêmement bien fait. Alors comme c'est avec les chats, c'est rigolo, c'est sympa, et puis ça... Bon, il n'y a pas de polémique là-dessus. Et donc, comment parler avec des ados, notamment? C'est s'appuyer sur leur propre expérience, expérimenter sous la forme de cours ateliers si vous êtes éducateur, utiliser des exemples tirés de l'actualité récente, sinon vous les perdez, et utiliser des sources ou des références qu'ils connaissent. Et aussi, éviter les sujets trop clivants, parce que sinon, c'est l'enfer. Que ce soit avec des jeunes ou des adultes, d'ailleurs, c'est compliqué. Pareil, après, la recherche d'images, c'est aussi un moyen de vérifier si une image est vraie ou pas. Par exemple, là, avec Google, on copie l'adresse de l'image. Est-ce que c'est une véritable image ou pas? Bon. On va la copier, on recherche par image, là, et puis après, ça nous permet de savoir si c'est une véritable image ou pas. C'était une image d'un film, en fait. Et donc, pareil, il y a des bons réflexes à avoir par rapport à une photo, la source, des indices. Dans le passé des moteurs de recherche, c'est ce qu'on a fait là. Vous mettez la photo, vous la mettez là, et on voit s'il y a déjà plusieurs fois cette photo qui apparaît, et quand et comment. Les détails, hein, et vérifier aussi la photo a été... Ah bah, j'ai oublié de le mettre en mode avion, du coup, celui-là. Si la photo a été prise avec Google Maps ou Street View. Là, par exemple, on a l'impression que, de loin, on peut avoir l'impression que c'est une jeune fille qui sort des pavés, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a un mur, là. Mais on ne le voit pratiquement pas. Et elle est debout, en fait. Et donc après, pour terminer, on va essayer de se tester. Il y a plein d'outils comme ça pour se tester aussi. Par exemple, celui-ci, c'est les Suisses. On va tester, c'est comme un petit jeu. Et là, par exemple, il nous demande est-ce que c'est une information, une pub, une opinion, une fausse information. Celui-ci. Et après, comme c'est écrit
Paid post, ça veut dire, c'est un article qui a été payé, sponsorisé, donc c'est une publicité. Il y a d'autres outils comme ça, pour jouer aussi, qui s'appellent GoViral ou Douter. Ça c'est québécois, ça c'est français. Oui, c'est en français. Et donc, ça aussi, ça permet de jouer avec notre esprit critique, en fait. Et ça marche très bien, notamment pour les jeunes. Quelques ressources, plutôt pour les ados. Il y a pour tout ce qui est travail d'éducation aux médias, il y a 2 sites qui sont très bien, c'est Trop Mytho et Info ou Mytho. Voilà. Après, il y a d'autres ressources. Le dessous des cartes est vraiment très bien. Hugo Décrypte, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à redonner de l'intérêt à l'information pour les ados. Il y a alors je ne sais plus le pourcentage, mais c'est un pourcentage très important d'adolescents qui regardent au moins une fois Hugo Décrypte ou Brut. Il y a aussi Brut qui fait ça très bien, qui sont très populaires auprès des ados. Pour terminer, toute guerre est fondée sur la tromperie. Vous vous rappelez le bonhomme orange là, du début là. Et les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore. Et les ressources, je vous les laisse là. Voilà. J'étais presque bon. Hein. Bon. Ouais, aux questions, si vous en avez. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, aussi à m'envoyer un email. J'y répondrai. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais j'y réponds toujours. Alors moi, je finis toujours mes présentations après avec un dessin de Mafalda. Parce que je dis qu'une bonne présentation doit toujours avoir un dessin de Mafalda. Sinon, ce n'est pas une bonne présentation. Mais on va déjà laisser tous ceux qui sont en train de prendre les ressources. Avec le dernier dessin de Mafalda. Voilà. C'est la plus grande philosophe pour moi du siècle passé. Vous avez des questions ? Alors j'ai essayé de faire synthétiser un peu et puis faire un bilan de la situation actuelle, où on en est. Et c'est vrai qu'il faut se préoccuper. Et donc l'éducation aux médias n'a jamais été aussi importante que maintenant, de mon point de vue. Comme on t'avait dit, on est obligé de partir. Il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Vous pouvez me les poser par email, il n'y a pas de souci. Ou par rapport à une ressource que vous avez vue et je vous la partagerai aussi. Donc c'est simplement une des premières questions que tu as posées sur le temps d'écran. Ouais. On intervient dans les établissements scolaires, on est habilité pour intervenir, notre association. Et nous, à cette question, les références qu'on a vues, c'est 7 heures de minute en France. Alors, une moyenne. Moi, je suis très méfiant par rapport au temps d'écran, en fait. Oui. C'est un vrai sujet. Je ne minimise pas le sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire un temps d'écran ? Par exemple, il y a beaucoup d'ados qui, en fait, vont écouter de la musique ou une vidéo en fond, comme ça, presque. Et ça va être comptabilisé en temps d'écran. C'est plus problématique si vous êtes 7 heures de suite à scroller sur TikTok. Là, c'est un vrai problème. C'est plus problématique si vous terminez à 3 heures du matin votre jeu Fortnite. C'est un exemple que j'ai eu il y a 3 semaines au collège Albert Camus de Gaillac. Un gamin, il me dit ça. Je dis, une fois, bon d'accord, mais si c'est tous les jours, t'as un problème. Il faut que t'en parles avec tes parents. Et ça, c'est ça, le temps d'écran, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est un vrai sujet. Et je le minimise pas.
Mais ce n'est pas uniquement le temps d'écran, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y a des gens qui vont être, entre guillemets, accros, même si j'aime pas ce terme-là, aux jeux vidéo, en jouant 3 heures par jour, et d'autres, ils vont jouer peut-être 5 heures, mais en fait, ils peuvent lâcher le truc du jour au lendemain, sans problème. Donc et c'est souvent, c'est pour ça que j'aime pas trop les termes d'être accro aux écrans, d'addiction aux écrans, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Il y a Vanessa Lalo l'expliquait sûrement mieux que moi, que je connais bien, par rapport aux jeux vidéo. Mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait, c'est le temps d'écran qu'on a là-dessus, qu'on investit, on ne le met pas dans autre chose. Aller voir ses copains quand on est un ado, sortir. En même temps, on est des parents qui sont complètement affolés de voir nos gamins sortir maintenant. On les enferme. Donc voilà, on est dans des sociétés un peu complexes quand même, où il y a des injonctions contradictoires dans tous les sens. Et par rapport au numérique, c'est vrai aussi. Le numérique c'est important, il faut apprendre à coder, et en même temps, non, vous êtes trop sur les écrans. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, à part quand on est parent, en tout cas, communiquer avec ses enfants, s'intéresser à ce qu'ils font. Par exemple, s'ils sont accros de jeux vidéo, faire une partie avec eux, juste pour voir, pour comprendre eux-mêmes, ils vont être contents de se dire, tiens, mon père, ma mère s'intéressent à mon jeu vidéo. Et en plus, ça permet aux parents d'avoir d'autres arguments pour en parler avec leurs enfants s'ils y jouent trop, par exemple. Voilà. Je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Hein. Mais ça reste un sujet. Ouais. Vous avez d'autres questions ? De l'information, déjà la démarche de la recherche de l'information, c'est l'information qui est bien à soi. Vous parlez des notifications où, en effet, la lecture du titre, après on va cliquer dessus ou pas pour avoir plus d'infos, mais pas forcément. Dans ce web, les différents canaux, les réseaux sociaux, vont vite, ils sont conçus pour aller vite dans le rythme du scroll en fait. Ouais. En effet, ils sont presque un petit peu formatés au fur et à mesure à ne pas capter leur attention plus de quelques minutes au mieux. Oui. Finalement, est-ce que là, les vérifications que vous suggériez pour s'assurer que c'est pas une vidéo, ça prend du temps. Capter les photos, la remettre sur Google, vérifier la source. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, de prendre ce temps-là. Mais c'est un temps qu'on ne prend pas. Oui, c'est très compliqué. La première info qui arrive, qui ne sont peut-être même pas allés chercher d'ailleurs, c'est celle qui se présente en termes de notification. Bon, c'est celle qu'on va prendre. Alors, certains vont faire la recherche de comparer la source. Est-ce que d'autres vont le faire? Je ne sais pas. C'est tout le sujet aussi. On a allé en profondeur sur une info. On va scroller, on va avoir des infos qui vous arrivent en plus de manière comme ça, un peu aléatoire. Il y a sur les sujets d'actualité sur TikTok, c'est NewsGuard qui avait fait une enquête. 20% des vidéos étaient des fake news. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo sur 5 concernant des sujets d'actualité, hein, pas des vidéos de chats ou je ne sais quoi. Une vidéo sur 5 qui était une fake news. Et ça pose de vrais soucis. Et bien sûr, quand on est sur le flux comme ça, du coup, on voit une vidéo avec une information qui est vraie, une deuxième qui est vraie, une troisième, et puis notre attention, notre esprit critique est forcément affaibli. Et la quatrième qui concerne une fake news, là on se fait avoir. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que déjà sur les réseaux sociaux, on a à peine le mode d'emploi. Même si maintenant les ados font quand même, ils sont beaucoup plus attentifs que ça, qu'avant là-dessus. Parce que leurs parents eux-mêmes se sont fait avoir. Maintenant, on a des parents qui sont nés avec les réseaux sociaux et qui, du coup, pour certains, ont de mauvaises habitudes, mais pour d'autres aussi, ont pris de bonnes habitudes et ils ne veulent pas que leurs enfants prennent de mauvaises habitudes. Pour l'intelligence artificielle, il y a aussi un niveau de compétence qu'on n'a pas encore d'un point de vue collectif et qui fait que on fait un peu encore on fait n'importe quoi avec. On utilise ChatGPT pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais je ne parle pas du coût environnemental de ça et
de faire une requête sur ces outils-là. Donc, voilà, on a un flux d'informations avec des notifications qui nous arrivent et un temps d'attention qui est de plus en plus limité. Moi, avec le magazine, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé, mais avec le magazine Geek Junior, il y a beaucoup de contenu dedans. Moi, je considère que je préfère qu'il y ait trop de contenu et que parfois il soit un peu plus complexe que ce que l'on pourrait penser pour un collégien. J'essaye d'élever d'élever le niveau, plutôt que de proposer un contenu de presse jeunesse qui soit trop léger. Même s'il y a un contenu qui, en lui-même, il y a aussi des sujets plus légers pour intéresser, bien sûr, pour intéresser les ados. Mais voilà, il y a un contenu que j'essaye qu'il soit le plus riche possible, tout en gardant un niveau d'attention je sais, qui est assez limité, quoi. Mais après, par exemple, Phosphore, qui vient de sortir une version uniquement en numérique du magazine, ils ont arrêté la version papier. Pour moi, c'est accepter, c'est une défaite, d'une certaine manière. C'est de se dire, de toute façon, ils sont sur les réseaux sociaux, donc c'est mort, c'est fini. Donc on va proposer un contenu qui soit formaté pour les réseaux sociaux. C'est même sûr. La plupart du temps, on n'y revient pas. Et ça, c'est un vrai sujet. J'avais mis aussi... J'ai quelques petits bouquins pour les ados, plutôt. Je peux les mettre là, comme ça, si ça vous intéresse. Ça vient de sortir, Peut-on déjouer les fake news? C'est à partir de 13-14 ans qu'on peut lire ça. En plus, c'est pas cher, je crois, 3,50. Enfin, j'ai pas d'action chez l'éditeur, donc je peux y aller. Je vous les mets là aussi, si ça vous intéresse en termes de référence. Voilà. D'autres questions? Ou c'est bon pour ce soir? Je vous ai déjà bien assommé. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour d'autres questions. Merci à vous. Merci.